Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, ou, du pouvoir, du ministre et du sujet dans la société. De Louis-Gabriel Ambroise de Bonald. Chapitre 7. 6e partie. Dissertation. Il est donc physiquement et métaphysiquement impossible que les hommes aient inventé l'idée de la divinité ou de la cause générale de tout ce qui est. Car, où l'inventeur ne se sera jamais entendu lui-même, s'il avoir inventé le mot avant d'avoir l'idée, où il n'aura jamais été entendu des autres, s'il leur avoir adressé des mots auxquels ils n'eussent pu attacher aucune idée. En un mot, une idée sans expression n'est pas une idée et n'est pas, puisqu'une idée n'est connue, pensée, qu'autant qu'elle est exprimée par une parole. Une parole sans idée n'est pas une expression et n'est qu'un son, puisqu'une parole n'est entendue qu'autant qu'elle exprime une idée. Je finirai par une observation dont je laisse au lecteur à peser l'importance. Les métaphysiciens, et surtout Condillac, appellent du nom commun d'idées abstraites les idées collectives représentatives de certaines modifications ou propriétés des corps, telles que blancheur, acidité, fluidité, etc., et les idées générales représentatives des attributs de l'intelligence infinie, sagesse, justice, ordre, etc. C'est-à-dire, qu'ils confondent sous une même dénomination des êtres sans réalité, des êtres de raison, avec la réalité même de l'être et la raison de tous les êtres. Cependant ces deux opérations de l'esprit ne sont pas du même genre, si même elles ne sont pas opposées comme le simple et le composé. En effet, dans l'une, l'esprit considère les objets physiques d'une manière collective et composée en elle-même, quoiqu'elle paroisse simple dans son expression, et blancheur n'est évidemment que la collection de tout corps blanc, considéré sous la modification de leur couleur. Dans l'autre, l'esprit considère dans leur simplicité et leur généralité, leur infinité, les attributs de l'être intelligence, ordre, sagesse, puissance, etc., raison de toute société ou de tous les rapports des êtres entre eux. Blancheur est une abstraction, et les corps eux-mêmes ne sont que contingents, pouvant être ou n'être pas, ordre, sagesse, puissance, etc. Sont des vérités réalisées dans l'univers et la société, attributs nécessaires, simples, généraux, infinis de l'être nécessaire, simple, infini, de l'être général, c'est-à-dire qui comprend tous les êtres existants ou possibles dans sa volonté et sous son action. Attributs qui ne seront pas moins des vérités, même quand il n'existera rien au dehors de l'être suprême, et que ces attributs ne seront ordonnés que relativement à lui. Condillac va plus loin. Cette faculté de l'esprit, de considérer les objets physiques dans leur collection, et l'être simple dans son unité ou dans sa généralité, a été regardée avec raison comme l'apanage exclusif de l'esprit humain, sa plus belle prérogative, et la raison de ses progrès. L'homme, dit M. le cardinal Gerdil, a seul entre les animaux le pouvoir de former des idées abstraites, ainsi que M. Locke en convient. Condillac donne dans une opinion diamétralement opposée. Ce qui rend, dit-il, les idées générales si nécessaires, c'est la limitation de notre esprit. Et conséquent à ce principe, il accorde cette faculté aux brutes. Les bêtes, dit-il, ont des idées abstraites. On ne concevra pas une pareille contradiction aux idées reçues, et même à celles de Locke son maître, si Condillac ne nous l'expliqua lui-même, en nous apprenant ce qu'il entend par idée générale. Ce qui rend les idées générales si nécessaires, c'est la limitation de notre esprit. Dieu n'en a nullement besoin, sa connaissance comprend tous les individus, et il ne lui est pas plus difficile de penser en même temps à tous qu'à un seul. Condillac entend donc par généralité la collection des individualités, au lieu d'entendre la simplicité et l'unité de l'être. Mais quoi? Cette faculté de considérer le simple ou le général, ces vastes et sublimes notions d'ordre, de raison, de justice, fondement de toutes ces théories générales qui rapprochent de l'intelligence divine les intelligences humaines qui les conçoivent, ne sera qu'une preuve de la faiblesse de notre entendement, et le point par où l'esprit de l'homme se rapprochera de l'instinct de la brute,
l'esprit de l'homme, qui ne peut, dit Bossuet parlant à l'Académie française, égaler ses propres idées? Tant celui qui nous a formés a pris soin de marquer son infinité. Et l'infini lui-même ne connaîtra l'ensemble de son ouvrage que dans les détails, et l'ordre général ne sera présent à ses yeux que par nos actions individuelles, si souvent opposées à tout ordre. Je sais que dans les écrits de Condillac, comme dans le plus grand nombre des écrits philosophiques de ce siècle, les conclusions de l'auteur sont très différentes des conséquences de ses principes. Mais si l'auteur peut s'excuser sur ses conclusions, les principes doivent être jugés par leurs conséquences. Ainsi, distinguons nettement les idées collectives, représentatives des modifications contingentes de l'être étendu, des idées générales représentatives des attributs nécessaires de l'être simple. Appelons les unes, si l'on veut, idées abstraites, et les autres, idées simples ou générales, et c'est avoir en Dieu ces idées générales, ou plutôt avoir Dieu même dans ces idées générales, qu'au roi dut se borner Malebranche, dont le système, poussé jusqu'à voir en Dieu même l'étendue intelligible, a pris une fausse couleur de spinozisme, et a prêté à la censure, et même au ridicule. Malebranche considère surtout dans ses ouvrages la volonté générale de l'auteur de la nature, les lois immuables de l'ordre, la raison essentielle qui éclaire les hommes, et il va jusqu'à dire: la volonté qui fait l'ordre de la grâce est ajoutée à la volonté qui fait l'ordre de la nature. Il n'y a en Dieu que ces deux volontés générales, et tout ce qu'il y a sur la terre de régler dépend de l'une ou de l'autre de ces volontés. Idée vaste, mais incomplète, et qui ne rend pas l'étendue et la profondeur de ce passage de saint Paul, l'abrégé est comme la devise du christianisme. Instaurare omnia in Christo quae in caelis et quae in terra sunt. Malebranche n'entendit donc par l'ordre de la nature, et par l'ordre de la grâce, que l'ordre physique, ou les lois des corps et celles des esprits, considérées dans la religion seulement. Et il ne vit que cela de régler sur la terre, comme si, sous l'empire de l'être, ordre et règle essentielle, il pouvait y avoir quelque chose qui ne fût pas réglé. Quelle vaste carrière eût été ouverte à son génie, s'il eût généralisé cette idée, embrassé la nature morale comme la nature physique, et porté ses regards, non sur l'ordre particulier de la religion, mais sur l'ordre général de la société, qui comprend les rapports de Dieu et de l'homme appelés religion, et les rapports des hommes entre eux appelés gouvernement, réglés, les uns comme les autres, par les lois de l'être, pouvoir suprême de tous les êtres? Que de progrès eût fait ce profond méditatif dans la recherche de la vérité, si au lieu de consumer ses forces, comme le voyageur égaré dans des sables arides, a pénétré le comment, et la manière d'objet ou d'opération dont il suffit à l'homme d'idéer la raison, c'est-à-dire, de comprendre la nécessité. Il eût fait à l'état extérieur de la société religieuse et politique une application réelle, historique de la vérité de ses principes. Car la vérité devient sensible dans la réalité, et la réalité est pour ainsi dire, le corps et l'expression même de la vérité. Mais, le dirais-je? Le genre humain a peine échappé à cette philosophie de mots dont Aristote avoit bercé son enfance, ne faisant que de naître à la philosophie des idées, et de s'élancer sur les pas de Descartes, dans les routes de l'intelligence. Époque des idées qui, par la correspondance nécessaire de la pensée et de la parole, concourut dans le même siècle et chez le même peuple, avec l'époque de la fixation du langage. Lorsque la langue française, dit Bossuet dans le discours que j'ai cité tout à l'heure, sortit des jeux de l'enfance, et de l'ardeur d'une jeunesse emportée, formée par l'expérience, et réglée par le bon sens, sembla avoir atteint la perfection que donne la consistance. Mais l'esprit humain suivit une marche naturelle, il étudia les êtres avant d'observer leurs rapports. Aussi, Descartes prouva Dieu, expliqua l'homme, et ne considéra pas la société. La nécessité de lois générales, expression de la volonté de l'être créateur et conservateur, fut aperçue. Descartes en fit l'application au mouvement, et Malebranche à la pensée. Newton généralisa les lois du mouvement en calculant le système universel du monde physique.
Osons, il est temps, généraliser aussi les lois du monde moral, et dans cette raison essentielle, qui, selon Malebranche, se fait entendre à toute intelligence qui la consulte. Considérons plutôt le pouvoir suprême, qui, pour régler tous les hommes, a parlé aux sociétés. Il a manqué à ces génies immortels d'avoir assisté comme nous à cette commotion universelle, à ce renversement du monde social, qui, mettant à découvert le fond même de la société, leur au roi permit d'en observer la constitution originaire, et les lois fondamentales, semblables à ces tempêtes violentes qui soulèvent l'océan jusque dans ses plus profonds abîmes, et laissent voir les bancs énormes de roches qui en supportent et en contiennent les eaux. Et de même qu'il retrouva la loi générale du mouvement en ligne droite naturelle à tous les corps mus, dans l'invincible tendance à s'échapper par la tangente que conserve tout corps forcé au mouvement circulaire. Ils auront vu la loi générale de l'unité fixe de pouvoir distinctement exprimée dans les efforts que fait pour y revenir une société, que des événements désastreux, ou des systèmes plus désastreux encore, ont jeté hors des voies de la nature dans les sentiers inextricables de la variation du pouvoir. Mais il ne faut pas croire que ces puissants esprits eussent établi une théorie du pouvoir religieux et politique de la société aussi paisiblement qu'ils ont établi la théorie des lois du mouvement. Descartes ne combattit que des préjugés scolastiques, et Newton n'eut à dissiper que des tourbillons imaginaires. Une théorie du pouvoir social attaquera des préjugés religieux et politiques, et elle aura à lutter contre les tourbillons des passions humaines, bien autrement entraînants que ceux de Descartes. Les ouvrages de ces grands hommes, contredits par des savants, furent accueillis par les rois, et la théorie du pouvoir placée avec son auteur sous l'anathème d'une proscription politique, et étouffée par la violence, ne pourra obtenir tout au plus que l'honorable suffrage d'un petit nombre d'hommes vraiment éclairés, qui, forcés au silence, ne pourra même pas, par une critique judicieuse, épurer la vérité au creuset de la contradiction. Et quel eût été, par exemple, le sort d'un ouvrage de ce genre, s'il eût paru en France au temps, déjà loin de nous, de cette variation infinie, de ce combat interminable de pouvoir, détruit aussitôt qu'élevé, de comités, de conventions, de législateurs, de directeurs? Et aura-t-il resté à son auteur, contre l'injustice ou la faiblesse des hommes, d'autre appui que cette conviction impérieuse, je dirais presque tyrannique de la vérité, que rien n'égale en puissance sur les facultés de l'homme, pas même le fanatisme de l'erreur, ni d'autre consolation que de souffrir pour la vérité, après avoir vécu pour elle? Ces considérations sublimes sur l'ordre social, objet d'une semblable théorie du pouvoir, et dont cet essai indique les principaux points, seront l'entretien du siècle qui va s'ouvrir, comme les considérations sur l'ordre physique et les recherches sur la nature des corps ont été l'objet principal des études dans le siècle qui finit. Et l'application des lois générales de la société aux règlements particuliers de l'administration publique fera la force réelle des sociétés, et le véritable bonheur de l'homme. On prie ceux qui pourront s'étonner du point de vue nouveau sous lequel cet essai présente des objets qu'ils n'ont accoutumé de voir que sous une certaine face, ou même qu'ils n'ont jamais considéré, de se tenir en garde contre cette prévention trop ordinaire, qui nous fait penser que ceux qui nous ont précédés ne nous ont rien laissé à découvrir sur certains objets. Comme si le temps, qui découvre tout, le temps, qui a marché pour eux, n'avait pas volé pour nous, et amoncelé dans un point de l'espace et de la durée, plus de matériaux propres à fonder une théorie de la société, que les siècles n'en avaient amassé peut-être depuis l'origine des temps et des hommes. On s'imagine sans raison, dit Malebranche, que nos pères étoient plus éclairés que nous. C'est la vieillesse du monde et l'expérience qui font découvrir la vérité, veritas, dit S. Augustin, filia temporis, non autoritatis. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.